Sur les 14 dernières saisons, hors pilote de remplacement, Ferrari n'a recruté que 5 hommes. Raikkonen, Massa, Alonso, Vettel et Leclerc. À titre de comparaison, c'est 8 pour Red Bull, 9 pour McLaren et 14 pour Williams sur la même période. Mais on pourrait élargir. Depuis 1996, seuls 8 pilotes ont eu la chance de devenir des membres de la Scuderia. C'est 14 pour McLaren, 24 pour Williams. Voir un nouvel homme intronisé à Maranello est donc une chose rare, un événement. Aujourd'hui, on fait le point sur le 9e pilote Ferrari depuis 25 ans, Carlos Sainz. Pour être tout à fait honnête, je dois dire que Carlos Sainz était un pilote pour qui j'avais peu d'affection il y a 3 ou 4 ans. On va plutôt dire que j'étais assez indifférent à son sujet. Mais depuis la fin de saison 2017, mon avis a commencé à changer sur lui et aujourd'hui, il fait clairement partie de mes pilotes préférés. Je pense qu'il doit être dans mon top 3. Mais l'Espagnol n'a pas conquis que moi récemment, alors avant de faire un point sur son avenir en rouge, on va parler de sa carrière jusqu'ici. Il y a une partie qu'on oublie souvent dans Carlos Sainz, c'est le junior. Et oui, car le vrai Carlos Sainz, senior, c'est papa, légende du sport, 2 fois champion du monde des rallyes et 3 fois vainqueur du Dakar. Donc quand Junior naît, il n'est que le fils de son père, mais il va avoir de très bons résultats en karting et Red Bull va le prendre dans son programme de développement pour 2010, année où il débarque en monoplace. Cette saison-là, il fait beaucoup de tests, mais aussi de la Formule BMW Europe où il termine 4ème face à une concurrence très modeste. Ça s'accélère en 2011 où il devient champion de Formule Renault NEC avec 10 victoires et 17 podiums en 21 courses. Il bat Kvyat et Van Dorn. En parallèle, il fait également second d'Eurocup Formule Renault. Petit protégé d'Helmut Marko, il va avoir droit à un programme intense en 2012. Il fera 5ème de F3 Europe, 6ème de F3 britannique, 9ème de F3 Euro Series et il fera ajouter une 7ème place à Macao. Ça fait 72 courses dans la saison. C'est peut-être un peu beaucoup. En 2013, à 18 ans, il aura du mal à passer le palier GP3, où il ne fera que 10ème sans la moindre victoire face à un plateau très moyen. Dans le même temps, son concurrent Kvyat a tout écrasé et passera en Formule 1. Aïe. En 2014, il recule en Formule Renault 3.5 et termine champion en ayant battu un très jeune Pierre Gasly. Red Bull décide alors que c'est le bon moment et l'envoie remplacer Vergne chez Toro Rosso pour 2015. Que penser des 3 saisons que Carlos va passer chez Toro Rosso? Eh bien, pour tout vous avouer, j'ai dû m'y replonger longuement et durement parce qu'au final, on a retenu peu de choses. Je vous propose d'entrer dans le détail. Sa première saison fut assez moyenne. Il rentre tout de même dans le top 10 pour ses 2 premières courses et signe un gros coup d'éclat en Espagne où il se qualifie 5ème et termine 9ème. Malheureusement, il va ensuite passer 7 rendez-vous sans le moindre point, pendant que Verstappen en prend 20, avec notamment une 4ème place en Hongrie. C'est le phénomène néerlandais, aussi agressif que talentueux, qui fait parler, et Carlos tombe un peu dans l'ombre. Mais sa deuxième partie de saison sera bonne, avec une 9ème place à Singapour, une 10ème au Japon et une 7ème aux États-Unis. Il se prend tout de même un 18-49 face à Verstappen et vu qu'on a peu filmé les Toro Rosso, c'est un peu la seule chose que tout le monde retient. Mais au final, ce n'était que sa première saison et elle n'est pas si mauvaise. Son début de 2e exercice est plutôt bon, avec 3 entrées dans les points en 4 courses, mais arrive le moment où Red Bull décide de rétrograder Kvyat. En toute logique, c'est Verstappen le remplaçant, il a de meilleurs résultats que Carlos. Un coup dur pour l'Espagnol, forcément, mais paradoxalement, c'est à ce moment-là que sa carrière va décoller. 6ème en Espagne, 8ème à Monaco, 9ème au Canada, 8ème en Autriche, 8ème à Silverstone et 8ème en Hongrie. Ça fait 6 top 10 en cette course, il est bouillant. Dans le même temps, son nouveau coéquipier n'a marqué qu'un seul point. Sainz confirme sa bonne saison sur les 4 derniers rendez-vous en terminant 2 fois 6ème aux États-Unis et au Brésil. Avec 46 points, il a plus que doublé son total de la saison précédente et il a mis un gros score à Kvyat. Logiquement reconduit pour 2017, Carlos commence fort. Sans le crash à Bahreïn où Stroll lui tourne dessus et sans celui au Canada où il est cette fois responsable, il rentre dans les points à 6 des 8 premières courses, dont une très belle 6ème place à Monaco. À Silverstone, Kvyat fait n'importe quoi et provoque un accrochage entre coéquipiers, mais ça n'empêche pas Carlos de bien finir la première partie de saison avec une 7ème place en Hongrie et une 10ème en Belgique. Son dernier coup d'éclat avec Toro Rosso sera une splendide 4ème place à Singapour, excusez du peu. Au moment où il quitte l'écurie, il est 9ème du général avec 48 points pendant que Kvyat n'en a que 4. Franchement, c'est très très bon.
On a souvent tendance à penser que le passage de Carlos chez Toro Rosso était vraiment moyen, banal, mais au final ce n'est pas vrai. Sa première saison est moyenne, même pas ratée, et les deux qui suivent ont été vraiment très bonnes. Mais l'histoire avec Red Bull va se terminer avant la fin de saison 2017. Carlos vient d'avoir 23 ans, il a désormais 3 saisons d'expérience, il est très bon depuis 1 an et demi, il vient de tuer Kiat et il pense à un passage chez Red Bull. Oui, mais c'est bouché chez Red Bull, le duo Verstappen-Ricciardo marche trop bien. En plus, derrière lui, il y a la nouvelle pépite de l'écurie qui pousse, Gasly. Carlos sent alors qu'il n'aura pas d'opportunité dans son propre camp et décide de quitter le giron Red Bull. Bien évidemment, Mercedes et Ferrari sont assez inaccessibles, mais l'Espagnol va choisir une écurie qui, comme à son image, monte, Renault. Cette fois, Sainz va se mesurer directement à Nico Hülkenberg, une valeur sûre et expérimentée. En plus, il n'aura plus le soutien de Red Bull et il quitte sa zone de confort. C'est un premier tournant dans sa carrière. Déjà, il y aura 4 Grands Prix fin 2017. Il marque ses premiers points dès le premier avec une 7ème place. Puis son début 2018 sera assez exceptionnel puisqu'il rentre dans le top 10 7 fois en 8 courses, dont une 5ème position à Bakou. Ses 28 points sont très bons face aux 34 d'Hülkenberg et Renault joue la 4ème place du général, tout va bien. Après avoir subi un des plus gros crashs de sa carrière à Silverstone et avoir pris 10 secondes de pénalité pour dépassement sous safety car en Allemagne, Carlos reprend sa marche en avant. 9ème en Hongrie, 8ème en Italie, 8ème à Singapour, 10ème au Japon, 7ème aux USA et 6ème à Abu Dhabi. Il termine 10ème du général avec 53 points, pas si loin des 69 d'Hülkenberg. En tout cas, ça suffit pour que Renault devienne 4ème équipe du constructeur. La saison en jaune de Carlos est une réussite même s'il n'a pas crevé l'écran. Mais il y a un problème, Ricciardo veut quitter Red Bull. Déjà, c'est une belle ironie quand on pense que Carlos s'en est allé il y a même pas 1 an car il pensait que l'avenir était bouché chez Red Bull, et voilà qu'une place se libère. L'autre problème, c'est que Ricciardo libre va intéresser Renault, et même s'il devient très bon, Sainz ne fait pas encore le poids face à l'Australien. Et donc, oui, au bout de seulement une saison, Renault va virer Carlos. On verra dans la série Drive to Survive qu'il aura du mal à trouver un siège de remplacement, mais finalement Alonso quitte la Formule 1 et donc une place se libère chez McLaren pour Carlos. Même si ça a été très court et que ça a fini bizarrement, je dirais que le pari Renault a été un bon choix pour Sainz, il a évolué positivement, il a changé d'image et il a quitté le giron Red Bull, c'est 3 choses qu'il devait faire. Et on arrive désormais aux 2 années de sa carrière que l'on connaît le mieux, celle chez McLaren. Dès 2019, après 3 premiers Grands Prix malchanceux, il enclenche la marche en avant avec 8 top 10 en 9 courses, dont 2 5e places. À la mi-championnat, il est 7ème avec 58 points, loin devant Norris et très proche de la Red Bull de Gasly. Après un petit coup de mou, il confirme avec une 6ème place en Russie, une 5ème au Japon et une 8ème aux États-Unis. Et puis il y a son premier podium en Formule 1, acquis au Brésil a posteriori après la pénalité infligée à Hamilton. Les images de célébration avec toute l'équipe sont vraiment représentatives de la joie qui règne chez McLaren et ça récompense parfaitement l'excellente saison de Carlos. Grâce à un dépassement dans le dernier tour à Abu Dhabi, l'Espagnol terminera 6ème du général, devant Gasly et Albon qui ont tous les deux conduit une Red Bull. Joli pied de nez. En battant Norris 96 à 49 et en emmenant McLaren à la 4ème place du général, Carlos Sainz a été énorme. Je passe également rapidement sur sa saison 2020 qui a été tout aussi bonne. Face à une concurrence largement plus rude, Carlos a encore tenu son rang et ce malgré énormément de malchance. Son bilan comptable a été terni par un mauvais arrêt à Silverstone, par la casse avant le départ en Belgique ou encore par le carambolage au Mugello. Sincèrement, je pense que sa saison 2020 est encore meilleure que sa saison 2019, il m'a réellement scotché. Aujourd'hui, selon moi, Sainz est un des tout meilleurs pilotes du plateau, il ne lui manque presque rien. Il a l'expérience, l'âge de la maturité, l'intelligence, le calme, le sang-froid et l'image. Il ne cesse de progresser, il a passé les étapes une à une avec sérénité, il a d'excellents résultats depuis 2016, ça commence à faire, voilà pourquoi selon moi il est prêt mentalement et sportivement pour relever le défi Ferrari. De son côté, Ferrari avait plusieurs bonnes raisons de se séparer de Vettel. Une place de numéro 1 à laisser à Leclerc, une page de 6 saisons à tourner, une masse salariale à alléger et aussi un côté sportif à relancer. La saison 2020 de Vettel leur donne raison sur ce point.
Vu le niveau trop faible de Giovinazzi, Sainz s'est imposé comme le choix logique. S'ils l'ont pris, c'est car, à mon sens, il peut devenir le Bottas de Ferrari. Je vous arrête, une remise en contexte s'impose. Aujourd'hui, Bottas et son rôle au sein de Mercedes sont vus trop négativement. Ça mériterait sûrement une vidéo entière sur le sujet, mais en gros, je trouve qu'on voit de manière trop péjorative Valtteri et qu'on en oublie la réalité. Oui, il est moins fort qu'Hamilton. Oui, il est moins fort que Russell. Mais c'est le pilote idéal pour Mercedes. La clé, c'est son niveau. Suffisamment bon, mais pas non plus exceptionnel. Ça permet d'avoir une hiérarchie claire face à Hamilton sans jamais avoir besoin de l'affirmer à haute voix. La piste fait le boulot à elle seule. Mais Bottas est tout de même assez bon pour apporter les résultats dont l'écurie a besoin. Il ne conteste pas l'ordre, il est assez bon pour remplir ses objectifs, mais pas assez pour perturber Hamilton, il a une image douce et facile, il ne pose jamais le moindre problème, il a un super caractère et il est facile à gérer. Tout ça, c'est ce que Ferrari cherche à côté de Charles Leclerc. Et tout ça, c'est ce que possède Carlos Sainz, à mon avis. J'y crois donc vraiment car je pense que Carlos a toutes les qualités pour le poste sur et en dehors de la piste. Mais nous allons à présent voir ça dans plus de détails pour essayer d'imaginer l'avenir de Carlos en rouge. On va aborder plusieurs points positifs et négatifs et on commence par le contexte délicat dans lequel l'Espagnol débarque à Maranello. Pour quasiment tous ceux qui l'ont précédé, signer chez Ferrari c'était l'assurance de jouer le haut du panier. Sauf qu'avec le désastre de la saison 2020, ce n'est plus le cas. Carlos arrive chez Ferrari au pire moment, l'écurie est instable et n'a plus ni commandement ni certitude. Il sait déjà qu'en 2021, il ne jouera pas les podiums et on ne sait rien pour 2022, il y a moyen que l'an prochain, McLaren soit devant Ferrari. Carlos va donc devoir s'adapter, confirmer, prouver et séduire dans un contexte diablement compliqué. On rajoute aussi qu'il n'a qu'un contrat de 2 ans et que tout le monde va lui parler sans cesse de Mick Schumacher et d'une potentielle renégociation de contrat. Gagner sa place pour 2023 ne sera pas aisé. Autre source d'inquiétude, sa confrontation avec Leclerc. Est-ce que ça va faire des étincelles ? Comme dans tous les duels, il y a des risques, mais personnellement, je pense que ce duo est plutôt bien fait pour marcher. Alors oui, ce sont deux jeunes qui ont super faim et qui ne voudront rien lâcher à leurs coéquipiers, mais pour moi, ce sont avant tout deux grands professionnels qui ont énormément de classe et d'intelligence. C'est vrai, Sainz et Leclerc, avec leur belle image et leur communication toute lisse, c'est un peu deux produits parfaits pour la Formule 1. Et puis ils sont suffisamment intelligents pour savoir qu'ils ont mutuellement besoin l'un de l'autre. Et en plus, je ne pense pas que ce duo soit plus en proie aux vagues qu'un autre duo du plateau. En plus, j'ai un peu envie de dire que dans toute cette question, c'est Leclerc qui a la clé. Le Monégasque a désormais la Scuderia en main avec son talent, ses 2 saisons d'expérience et son gros contrat jusqu'en 2024. C'est à lui de montrer que son niveau est bel et bien supérieur et qu'il est donc le patron naturel. S'il est suffisamment fort, il sera le numéro 1 naturel sur la piste et il n'y aura pas de friction, encore une fois à l'image d'un Hamilton face à Bottas. Comme vous l'avez vu, j'estime énormément le niveau de Sainz, mais je pense Leclerc encore 2, 3, 4 crans au-dessus. Maintenant, c'est au Monégasque de le prouver sur la piste et de se servir de la pression de Sainz pour devenir encore meilleur. Autre question qui inquiète beaucoup de monde, le traitement que Ferrari va donner à Sainz. Ferrari ne le considérera pas comme un numéro 2, rien ne sera établi et dit clairement. Sainz lui-même ne se verra pas comme un numéro 2. Malgré tout, c'est bien l'Espagnol qui débarque dans la maison du Monégasque et pas l'inverse. Intégrer un nouveau pilote n'est jamais facile, surtout quand il y a autant de pression médiatique. La moindre gêne, déclaration ou petite frustration va être amplifiée et portée aux unes de la presse, ça me saoule déjà. Mais, je peux l'assurer, Ferrari mettra ces deux pilotes sur le même pied d'égalité, rien ne sera fait de manière intentionnelle pour favoriser l'un des deux. En revanche, le problème c'est que Ferrari est une écurie malade, mal construite, mal gérée, maladroite, et ça peut pénaliser ses propres pilotes. D'une communication plus que bancale à des décisions techniques ratées, en passant par les stratégies en course foirées, Ferrari a une capacité autodestructrice énorme. Et ça peut créer un contexte interne très dur pour Sainz, auquel, je le répète, il faut rajouter la pression médiatique qui est juste phénoménale. Comme McLaren l'a dit, espérons que Ferrari prenne soin de Sainz et que son environnement toxique ne le gêne pas trop. Face à Charles Leclerc et dans une écurie fortement chamboulée, Carlos a donc fort à faire.
Il va devoir se servir de ses atouts pour briller, et il en a. Déjà, il est plus vieux et plus expérimenté que Leclerc, 26 ans contre 23 et 118 Grands Prix contre 59. Ensuite, il y a son mental, calme, intelligence et maturité, ces trois grandes forces à mon sens. S'il est capable de gérer la pression et de bosser tranquillement dans son coin, il va peut-être tirer son épingle du jeu face à un Leclerc qui est plus regardé et plus attendu. Je crois aussi en sa qualité d'adaptation, il n'a mis qu'une année à bien s'intégrer à la Formule 1 et il a brillé directement chez Renault et chez McLaren. En plus, il a été bon lors des 5 dernières saisons et dans des contextes très différents, c'est plutôt bon signe. Sur la piste, il y a 3 domaines où je m'attends à le voir concurrencer, voire dépasser Leclerc, les longs relais, le sang-froid et la régularité. Il suffit de regarder ce qu'il a produit chez McLaren ou même avant pour être assez impressionné. À la manière d'un Pérez, il excelle dans le cœur des courses. Il commet également très peu d'erreurs grâce à un sens du jugement aiguisé et à une capacité à garder la tête froide. Enfin, sa régularité est très prometteuse. En parcourant sa carrière, nous nous en sommes rendus compte. Long relais, sang-froid et régularité, les 3 domaines où Sainz peut tirer son épingle du jeu chez Ferrari et peut-être les 3 domaines où Leclerc a encore le plus à apprendre. Pour moi, Leclerc est bien meilleur que Sainz, mais attention, c'est très serré dans la Formule 1 moderne et le Monégasque est encore jeune et imparfait. L'Espagnol a donc des atouts à faire valoir. Il y a tout de même un domaine où j'ai très peur pour Carlos, c'est la qualification. Non pas qu'il y soit mauvais, il est plutôt correct, voire même bon, le problème c'est que Leclerc y est excellent. Et si le Monégasque part systématiquement devant, alors oui, Ferrari va l'aider le plus en course car il est devant, il a les meilleures chances. Attention là-dessus, Carlos, va falloir être capable de rivaliser. Entre un nécessaire temps d'adaptation, un contexte médiatique et ferrariesque délicat, une grosse pression, un nouveau monde à découvrir et un coéquipier monstrueux dont il va falloir prendre la mesure, Carlos Sainz se retrouve plongé dans un sacré défi. C'est même le défi de sa carrière. Aujourd'hui, je considère vraiment l'Espagnol comme un des tout meilleurs packages de la Formule 1. Pour moi, c'est un des candidats à la victoire prochainement. J'aurais d'ailleurs beaucoup aimé qu'il l'obtienne en 2020. Et il faut se rappeler qu'en Italie et à Sakir, là où Gasly et Pérez ont gagné, eh bien c'était un petit peu Carlos qui aurait dû avoir cette victoire. J'espère donc sincèrement qu'il aura des opportunités de briller avec la Scuderia. Et puis, mine de rien, il prend une sacrée dimension. Il y a 3 ans, il n'était qu'un pilote Red Bull de plus, moins bon que Verstappen. Aujourd'hui, c'est un des noms les plus sexy de la discipline. Il devient petit à petit une icône en Espagne et Ferrari, ça fait passer des paliers niveau notoriété. Avec sa belle gueule, son talent et son nom, il se transforme en un vrai ambassadeur de la Formule 1, son visage va devenir de plus en plus connu. Je suis très curieux de savoir jusqu'où il va monter sportivement et médiatiquement. Quel sera son statut en 2023? Sera-t-il devenu un des cadors de la discipline? Aura-t-il raté son passage chez Ferrari et donc sera redescendu comme un pilote lambda? Bref, son évolution récente et son avenir sont vraiment des choses qui m'intéressent énormément. Vous l'avez compris, pour moi, Sainz est un super choix pour Ferrari. Je pense vraiment qu'il a toutes les qualités pour le poste et qu'il va former un super duo avec Charles Leclerc. Maintenant, j'ai essayé d'évoquer tous les risques et les doutes et d'y répondre afin de faire un tour complet de la question. Mais à présent, la parole vous revient dans les commentaires. Que pensez-vous de Sainz, de son évolution, de sa carrière? Est-il le bon choix chez Ferrari? Que fera-t-il face à Leclerc? Que pensez-vous qu'il deviendra d'ici 2-3 ans? Va-t-il gagner un Grand Prix un jour? Bref, le moment de la discussion sur Carlos Sainz est enfin venu. Animez-moi l'espace commentaire, j'ai hâte qu'on en débatte tous ensemble. Avant de vous quitter, je vous annonce que ce soir, le mercredi 20 janvier 2021 à 21h, je ferai mon tout premier live sur Twitch. Les liens sont en description si vous voulez aller vous abonner à la page et si vous voulez être présent pour 21h. Voilà, c'est le grand lancement, on parlera de l'actu, des calendriers, de la chaîne, etc. Venez, ça me ferait plaisir qu'un maximum d'entre vous viennent voir. Et si vous regardez cette vidéo après la date du stream, n'hésitez pas à aller voir le replay sur la chaîne Twitch, lien en description, et à vous abonner si vous voulez voir du contenu. Je compte un peu plus la développer en ce moment ma chaîne Twitch, donc allez voir si ça vous intéresse. Sur ce, je vous remercie pour votre soutien indéfectible, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez au like, au partage et à l'abonnement comme d'habitude. Allez, après ce gros morceau sur Carlos Sainz, je retourne préparer un autre gros morceau, puisque samedi, on fera le bilan du passage de Vettel chez Ferrari. Ouais, je suis en train de tout écrire, de tout préparer. Bon, déjà, ça rappelle pas des super souvenirs, et ensuite, waouh, c'est ce qu'on appelle un gros morceau.
Allez, d'ici là, portez-vous bien et on se quitte comme d'habitude avec la phrase d'Enzo Ferrari qui nous dit ce soir que si tu veux gagner en Formule 1 et que tu es chez Ferrari, eh bien, il va falloir que tu sois patient. À bientôt.